Merci d'être avec nous pour cette grosse demi-heure durant laquelle nous allons parler des services à la personne et de la révolution digitale, le lien bien évidemment entre les deux. On va peut-être commencer tout simplement par un constat qui va nous servir de fil rouge en fait, c'est que les seniors sont de plus en plus connectés. Alors quand on parle de connexion, on ne parle pas forcément de choses extraordinaires, mais tout simplement d'une tablette, d'un smartphone, et que, à l'évidence, ces instruments qui servent à beaucoup d'autres choses qu'à téléphoner sont aussi la possibilité d'améliorer le quotidien des particuliers, le quotidien des usagers, des clients, on verra la différence, et aussi ceux de la famille. Et donc, cette interaction, nous allons la regarder en détail. Alors, Paul, justement, le digital, ça change quoi? Pas seulement dans le quotidien, j'allais dire, des usagers ou des clients, il faudra qu'on fasse la différence entre les deux, c'est pas tout à fait la même chose, et en même temps dans l'organisation du travail avec les auxiliaires de vie, dans cette interaction entre la personne qui est en perte d'autonomie, pour dire les choses simplement, et puis son milieu d'accompagnants professionnels et puis même familiaux d'ailleurs. Alors c'est peut-être important de préciser que nous on est un service d'aide à domicile exclusivement dédié aux personnes dépendantes, présent essentiellement à Lyon, Paris et quelques villes en France avec à peu près 600 auxiliaires de vie. Donc effectivement le digital pour nous c'est un vrai sujet. À la fois, on peut en parler sous deux angles. Il y a un angle qui est vis-à-vis de nos usagers, et Dome en est le principal outil. L'autre angle, c'est également la manière dont on travaille avec nos assistantes de vie. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là. Vis-à-vis des usagers, c'est essentiellement pour améliorer la communication. Vis-à-vis de nos auxiliaires, c'est également pour améliorer la communication, mais pour fluidifier notre organisation aussi. Comment ça se passe quand on est auxiliaire de vie? On remplit des petits carnets, on appelle, on dit voilà, c'est fini à telle heure, je m'en vais. Concrètement, ça se passe comment? Très concrètement, si vous voulez, elles sont équipées d'un téléphone mobile, d'un smartphone. Elles peuvent pointer avec des badges NFC qui sont posés au domicile de nos bénéficiaires, ce qui permet de savoir quand est-ce qu'elles sont arrivées et quand est-ce qu'elles sont parties, ce qui va permettre derrière de les rémunérer, de facturer, et c'est sur cette base-là que les conseils départementaux versent les montants APA ou PCH. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un planning parfaitement à jour, puisque dès qu'il est modifié dans nos systèmes d'information, il est très rapidement communiqué sur les téléphones des auxiliaires de vie. Et c'est également, demain, on est vraiment en train d'y réfléchir, avec le développement des équipes autonomes. Le but du jeu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de toute cette volonté d'autonomiser, d'horizontaliser le travail de nos auxiliaires de vie, c'est-à-dire d'éviter cette communication vers les agences qui redescend vers les bénéficiaires, c'est d'essayer autant que faire se peut de permettre l'autonomie de nos auxiliaires de vie. Et ça passe par des messageries instantanées pour lesquelles les téléphones sont vitaux. Et dernier point peut-être, on n'y est pas encore tout à fait, on réfléchit à la manière de le faire, mais c'est de remonter de l'information et des photos de ce qui se passe au domicile. Ce qui peut d'ailleurs être également partagé avec la famille. Typiquement dans la logique de ce que disait Arnaud, de transmettre de l'information aux familles. La question que je souhaite vous poser, souvent on pense que la digitalisation, c'est la déshumanisation. C'est en fait, on remplace le lien nécessaire du contact, puisque on n'a quand même pas fait mieux que les contacts directs entre nous. Et puis, voilà, il y a des impératifs de gestion du temps, il y a des tas de contraintes qui pèsent à la fois sur les auxiliaires de vie, à la fois sur, j'allais dire, tout ce qui est relais, etc. Comment vous faites pour utiliser justement cette digitalisation au profit de la création d'un lien? Sinon, vous n'avez aucune raison
effectivement de produire de la matière grise. C'est le problème du bien commun, de l'utilité. Voilà. Je ne sais pas, Paul, par exemple, mais je crois que les trois, vous pouvez répondre. Non, parce que non, c'est une très bonne question. Enfin, on ne fait pas du digital pour faire du digital. Le but, c'est pas de dire c'est super, c'est moderne, etc. On fait du digital pour essayer de simplifier ce qui n'a pas un intérêt fou et qui va susciter des appels inutiles. Je pense notamment simplement au partage de planning sur l'application en permanence. Ça évite à un certain nombre de bénéficiaires isolés, s'ils ont accès à l'information sur Dome, de venir nous appeler. Ça réduit notablement les appels en agence. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme le disait Stéphane, on n'adopte pas Dome absolument comme ça quand on est senior. Nous, on a des auxiliaires de vie référents de qualité et on est en train de piloter Dome et on voit la qualité, le développement progressif et l'acceptabilité. Ça passe par une formation, un accompagnement de nos référents de qualité et demain de nos auxiliaires de vie. Ce qui est super parce que justement, ça va permettre à nos auxiliaires de montrer comment l'application fonctionne et comme elle est simple, je pense qu'au bout de 3 répétitions, les personnes âgées s'en seront emparées. Et ça permet justement de créer du lien et de créer cette proximité. Le but, c'est de gagner du temps sur du partage d'informations sans grande valeur ajoutée, qui est source d'anxiété pour les personnes âgées, comme leur planning, l'accès à leurs factures, l'accès à leur... et de gagner du temps sur de l'humain. C'est pareil pour nos auxiliaires. Si elles reçoivent de l'information plus vite, à ce moment-là, on peut mieux s'en occuper, faire des groupes de parole, faire ce qui compte dans un temps où c'est difficile de recruter des auxiliaires de vie, leur donner un outil de travail moderne pour des informations utiles instantanément. Moi, je voulais qu'on revienne sur les auxiliaires de vie. C'est un métier difficile, c'est un métier humain. Je vois, moi, ma grand-mère, par exemple, puisqu'on est tous... c'est une matière vivante, donc ma grand-mère aussi, bien sûr, mais tant mieux pour elle. Non, mais... ce qu'elle souhaite, c'est discuter avec la personne qui vient. Je veux dire, bon, il y a le ménage, il y a toutes les tâches, mais à la limite, elle préférait que le ménage soit fait plus rapidement, mais qu'elle ait un temps d'échange sur, ça peut être des trucs très, enfin, comme tout le monde, comme toutes sortes de conversations. C'est ça qui est important. Ce métier d'auxiliaire de vie, est-ce que les nouvelles technologies permettent, pas seulement techniquement, mais aussi, j'allais dire, pour elles, dans le cadre de leur évolution à elles professionnelle, est-ce que c'est un métier qui va se valoriser? Est-ce qu'on en est encore à cette image de l'auxiliaire de vie qui est en quelque sorte une accompagnatrice, mais un peu de seconde zone, pardon pour mon vocabulaire direct, mais quelqu'un qui n'a pas pu faire autre chose pour aller vite? Paul? Alors ça, c'est un enjeu immense, et parce que chez AG Perspective, on a tous démarré avec une agence avec pas d'auxiliaire de vie, donc on a recruté des auxiliaires de vie, on a vraiment grandi avec nos auxiliaires de vie. Donc franchement, je veux dire ici sans démagogie qu'il y a évidemment des auxiliaires qui ne font pas bien leur boulot, mais il y a enfin, un dévouement quand même. Les auxiliaires de vie sont encore avec nous 10 ans après, et franchement, le boulot qu'elles font est vraiment exceptionnel. Et j'ai plein d'exemples en tête, et ça fait du bien de faire ce métier quand on voit ce que font ces personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'AG Perspective a été à l'origine des trophées des services à la personne qui maintenant se répandent un peu partout en France, et c'est une très bonne nouvelle. L'objectif des trophées des services à la personne, c'est précisément de mettre en lumière le travail que font les auxiliaires de vie, mais aussi les autres métiers du service à la personne, pour les valoriser et les mettre sous les projecteurs. Donc c'est une grande soirée qui est organisée, après des semaines de tests et de rencontres avec des candidates et des candidats qui sont présentés par des structures. Et si vous voulez, c'est les Oscars des services à la personne. Et ça, ce qui se dit là aussi est vraiment important. On a la chance d'avoir nos partenaires départementaux, la CNAV, et différents partenaires qui nous aident dans l'organisation de ces trophées qui sont vraiment destinés à ça, mettre en lumière ces métiers qui ont été mis en lumière au moment de la pandémie, mais qui ont constamment besoin d'être mis en valeur. Et ce dont on a besoin aussi, c'est de temps supplémentaires pour former, accompagner avec des psychologues, des groupes de parole, des groupes d'analyse de la pratique, toutes choses que l'on fait aujourd'hui déjà chez AG Perspective, mais qu'on devrait faire beaucoup plus si on en avait les moyens. Il y a beaucoup de temps mort dans ce métier. Hein, beaucoup de temps mort. Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'il faut s'occuper de personnes dépendantes et qu'en plus, on travaille essentiellement le matin et le soir.
et qu'on a des trous dans la journée. Là, on a parlé d'accompagnement. Oui. On a vu quel était votre rôle, en fait, plus que nécessaire. Mais est-ce que vos outils, les services, mais j'allais dire aussi l'ingénierie, les applications, permettent d'anticiper? On sait très bien, Arnaud le disait, qu'on est, j'allais dire, on est en perte d'autonomie, en devenir, si j'ose dire. À un moment ou à un autre, bon, vous pouvez boiter, vous pouvez avoir, et vous vous rendez compte que finalement, ça peut aller mieux, mais ça peut aller moins bien. Est-ce que on peut mesurer avec le digital, mais aussi avec, j'allais dire, la formation, cette anticipation pour toujours accompagner, mais pour devancer une situation? Je ne sais pas, Paul. Oui, ça c'est un enjeu qui va venir dans un deuxième temps pour nous. Nous, on voudrait déjà que Dôme fasse le travail assez élémentaire de mettre à disposition les plannings, les factures, les attestations fiscales, etc. Mais clairement, l'enjeu derrière, c'est d'arriver à avoir un cahier de vie numérique. Aujourd'hui, il y a un cahier de vie qui est au domicile, dans lequel les auxiliaires notent ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont remarqué. Mais on ne peut pas dire qu'un outil papier au domicile soit extrêmement facile à partager. Donc l'idée, c'est vraiment de le faire via le téléphone, via une application, Dôme, et qu'ensuite ce soit partagé à la famille. L'autre élément important, c'est qu'on voit qu'avec le Ségur de la santé et toute la direction que prend notre métier vers ce qu'on appelle les services autonomie, on essaye de rapprocher les services d'aide à domicile avec les soins infirmiers à domicile. On voit qu'on va vers de la convergence, on va avoir besoin de partager de l'information. Donc Dôme va être absolument essentiel dans cette logique. Et donc on va aller de plus en plus, je pense. On a déjà essayé dans le passé avec AG Perspective. C'est pas si simple à mettre en œuvre, justement de repérer la fragilité et de pouvoir la suivre. Mais c'est évidemment le stade d'après. Et ça va vraiment valoriser le travail de nos auxiliaires de vie, qui sont vraiment le point focal de l'accompagnement. Il y a des kinés qui passent, il y a des infirmiers, mais ce qui est d'abord à domicile, ce sont les auxiliaires de vie. Et donc il faut les valoriser, les aider dans ce travail. Intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on a parlé de complémentarité, d'accompagnement, et maintenant vous parlez de convergence. C'est-à-dire que finalement, il y a un mouvement un peu d'unification, où on arrête de raisonner en silo en disant la personne âgée, la technique, la personne qui vient assister, etc. Tout ça forme un tout cohérent. Qu'est-ce que vous attendez des applications à venir? Qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire pour que ce soit encore plus, j'allais dire, fluide, plus humain? Un des reproches que l'on fait à Dôme, c'est de se dire c'est très bien pour des personnes dépendantes qui ont un aidant familial ou un voisin mais quid des personnes qui sont très isolées et qui en plus, pour qui la fracture numérique, je veux dire, c'est pas un concept, ça ne va vraiment pas se servir. Donc, nous, on estime à peu près à 60% les personnes qui sont susceptibles de s'équiper de Dôme ou par leurs propres moyens ou via leurs aidants. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la famille qui peut profiter du service. Donc qu'est-ce qu'on fait des 40% restants? Alors d'abord, comme le dit Arnaud, d'année en année, ce nombre se réduit, mais on ne le réduira pas complètement. Alors, un des sujets pour essayer de prévoir, ou en tout cas d'apporter quelque chose en plus, le truc de Dôme, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il faut aller sur son smartphone, il faut aller sur l'appli. Donc l'idée, c'est de penser à des tablettes qui se trouvent au domicile et qui sont construites pour prendre le contact avec la personne proactivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y aller, c'est la tablette qui s'adresse à vous. Et nous, on est partenaire d'une solution qui s'appelle Linkia. Et Linkia a vocation justement à diffuser des rendez-vous, et donc à se connecter avec des plannings et à dire aujourd'hui c'est Marie-Louise qui va venir à 11h et ensuite il y aura le kiné qui viendra, etc. Donc cette fonctionnalité-là et d'autres fonctionnalités de type surveillance un peu des mouvements pour voir s'il y a quelque chose d'anormal, possibilité de faire des visios extrêmement facilement en appuyant sur un bouton. Et ça, c'est des systèmes qui sont conçus pour des personnes isolées avec des problèmes cognitifs qui débutent ou qui sont un peu avérés pour créer du lien. Donc ça, c'est un peu plus prédictif et ça permet de proactivement s'adresser à des personnes isolées. Alors ça ne suffit pas, il faut de l'humain aussi, on est bien d'accord. On n'est pas en train de tout substituer par le digital, mais c'est un outil de plus. Dans ce que disait Arnaud, il y avait cette distinction que j'aime bien entre usager et client. Alors généralement, usager, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on est en demande, mais finalement on subit. Et client, il y a aussi un côté péjoratif. J'achète, j'exige. Est-ce que dans cette évolution, puisque là on a un choix, le milieu, le marché est énorme,
mais le milieu est concurrentiel. Est-ce que ça veut dire que demain, la différence se fera sur le service et sur l'exigence, justement, d'être mieux accompagné? Tous les trois, ça sera la conclusion, donc vous pouvez prendre la parole, bien sûr. Oui, il y a clairement une ambiguïté enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, l'exigence de qualité et la concurrence, elle est là. Et d'ailleurs, moi, je la trouve très stimulante, personnellement. Enfin, ça nous oblige à être bon. Après, il ne faut pas que ça devienne excessif. Après, on essaie quand même de faire toucher du doigt à nos bénéficiaires que ce sont des humains qui viennent s'occuper d'eux et que la notion de service à la minute, c'est bien, mais on a des niveaux d'exigence qui vont crescendo quand même et qui parfois sont très déconnectés de la réalité. C'est un des boulots qu'on essaye d'apprendre à nos responsables de secteur, c'est cette belle intelligence relationnelle pour gérer tous les types de bénéficiaires, parce que nous on les appelle les bénéficiaires. C'est une belle appellation aussi, oui. Merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous.